Pendant que les Français et les Anglais s'affrontent à travers le monde, l'Europe n'est pas en reste. Le roi de Grande-Bretagne est aussi duc de Hanovre. En cas de conflit avec la France, le duché est une cible de choix. Pour le protéger des Français, Georges II cherche un allié sur le continent pour l'aider dans cette tâche. Son choix se porte sur Frédéric II. Alors que les tensions coloniales sont croissantes en Amérique, la Grande-Bretagne et la Prusse signent la Convention de Westminster. Frédéric II s'engage à défendre le Hanovre contre un fort subside. Le changement d'alliance était pressenti par Louis XV. C'est pourquoi il répond aux ambassadeurs de Vienne et signe le premier traité de Versailles. L'Autriche reste neutre dans le conflit franco-britannique et la France s'engage à soutenir Vienne pour reprendre la Silésie à la Prusse. Ce changement d'alliance est un bouleversement du système européen et met fin à 300 ans d'hostilité entre Bourbon et Habsbourg. Les Français préparent un débarquement sur l'île de Minorque. La flotte française transporte et débarque les 12 000 hommes du maréchal de Richelieu sans que les préparatifs ne soient découverts par les Anglais. Avec le soutien de la population locale, l'armée se dirige vers le fort Saint-Philippe. Richelieu met le siège, mais le sol rocheux rend l'approche plus difficile. Une escadre commandée par l'amiral Byng vient au secours, mais elle est repoussée par la Galissonnière. Isolée, la garnison se rend après 71 jours et une résistance acharnée. Conformément aux conditions de la reddition, la flotte française escorte les prisonniers vers Gibraltar. La perte de l'île est vue en Angleterre comme une humiliation. L'amiral Byng est jugé responsable et fusillé. Craignant un encerclement, Frédéric lance les hostilités contre son ennemi le plus faible, l'électorat de Saxe. L'avancée des Prussiens est rapide et l'armée saxonne est contrainte de se retirer dans la forteresse de Pirna et Frédéric II ordonne le siège de la ville le 11 septembre. Le seul espoir de la garnison vient de l'armée de secours autrichienne qui est encore stationnée en Bohême. Le 1er octobre, von Braun est stationné à Lobositz en position défensive car elle a eu vent de l'arrivée de Frédéric venu l'intercepter. Pris dans la brume, les Prussiens pensent n'avoir affaire qu'à une avant-garde, mais les tirs d'artillerie convainquent Frédéric qu'une armée est devant lui. Après 2 charges repoussées, l'aile droite autrichienne recule et von Braun laisse la maîtrise du terrain à son adversaire. Privé de secours, Pirna se rend le 14 octobre et l'électorat capitule le lendemain. Les conditions imposées par Frédéric sont très dures. Séquestration d'une partie de la famille ducale, incorporation forcée du reste de l'armée saxonne à la sienne. 90% des ressources financières de l'électorat tombent dans les coffres prussiens et les archives sont saisies. Frédéric espère trouver les preuves d'un complot contre lui pour justifier son invasion, mais fait chou blanc. Le traitement de la Saxe scandalise les cours d'Europe et consolide le narratif franco-autrichien du bien fondé de leur cause. En mai 1757, le deuxième traité de Versailles devient une alliance offensive et implique davantage la France dans la guerre en Allemagne. La Suède, soucieuse de récupérer des territoires en Poméranie, rentre dans l'alliance anti-prussienne avec la Russie et contribue à l'encerclement. Frédéric, voulant prendre l'initiative, marche sur Prague et après une victoire initiale, met le siège devant la ville. Cependant, une armée vient au secours de la ville. Commandée par le feldmarschall von Daun, elle n'a pas eu le temps de rejoindre Prague avant la bataille, mais elle parvient ensuite à infliger à Frédéric l'une des pires défaites de la guerre. Sur ces 32 000 hommes engagés, 14 000 sont perdus. En juillet, les Français battent les Hanovriens à Hastenbeck et imposent la convention de Klosterzeven.
Cette convention impose le retrait vers le nord des troupes hanovriennes et leur imposait la neutralité dans le conflit avec la Prusse. Cette convention ne satisfait ni Versailles ni Londres et sera rompue dès le mois de novembre. En 1757, la guerre de 7 ans devient un conflit continental majeur. La Prusse de Frédéric II affronte désormais une vaste coalition réunissant l'Autriche, la Russie, la France, la Suède et plusieurs princes du Saint-Empire. La Prusse est encerclée. Les Russes menacent à l'est, les Autrichiens veulent reprendre la Silésie, tandis que les Français avancent en Allemagne occidentale. En août a lieu la première grande confrontation entre Russes et Prussiens à Gross-Jagersdorf. Les Russes remportent la bataille grâce à leur supériorité numérique et à la résistance impressionnante de leur infanterie. Cependant, leur victoire reste mal exploitée. Les problèmes logistiques, les distances immenses et le manque de coordination empêchent l'armée russe d'avancer profondément en Prusse. Malgré cela, Frédéric II comprend qu'il devra désormais combattre un ennemi particulièrement difficile à vaincre. En novembre, les Autrichiens battent sévèrement les Prussiens près de Breslau et reprennent l'initiative en Silésie. À Vienne, on pense enfin pouvoir reconquérir cette province perdue lors des guerres précédentes. La situation de la Prusse devient critique. Frédéric II doit impérativement réagir avant que tout son système militaire ne s'effondre. Quelques semaines plus tard, Frédéric rassemble ses forces et marche vers Leuthen pour affronter une armée autrichienne pourtant largement supérieure en nombre. Le 5 décembre, Frédéric utilise une tactique devenue légendaire, l'ordre oblique. Il fait croire aux Autrichiens qu'il prépare une attaque frontale contre leur aile droite. Pendant que les Autrichiens déplacent leurs troupes pour répondre à cette menace, l'essentiel de l'armée prussienne se déplace discrètement derrière les collines afin de frapper le flanc gauche ennemi. Lorsque les Autrichiens comprennent la manœuvre, il est déjà trop tard. Les Prussiens attaquent brutalement avec une puissance concentrée. L'infanterie avance avec une discipline remarquable pendant que l'artillerie pilonne les lignes autrichiennes à courte portée. La bataille tourne progressivement à la catastrophe pour l'Autriche. Les lignes se désorganisent, les ordres circulent mal et la retraite se transforme en débâcle général. Leuthen devient immédiatement l'un des plus grands chefs-d'œuvre tactiques du XVIIIe siècle. Cette victoire sauve la Silésie et empêche l'effondrement immédiat de la Prusse. Toute l'Europe admire désormais le génie militaire de Frédéric II. En septembre 1757, les Britanniques lancent un raid contre Rochefort afin de démontrer leur supériorité navale et obliger la France à défendre ses côtes plutôt qu'à concentrer toutes ses forces en Allemagne. L'opération reste hésitante et ne débouche pas sur une victoire décisive, mais elle révèle la vulnérabilité du littoral français face à la flotte britannique. La supériorité navale empêche tout envoi de renforts en Amérique. Le 5 novembre, près de Rossbach en Saxe, Frédéric II affronte une armée franco-impériale pourtant largement supérieure en nombre. Les Français et leurs alliés pensent pouvoir écraser rapidement les Prussiens et couper leur retraite. Dans la matinée, Frédéric II fait mine de se replier afin de tromper ses adversaires. Persuadé que l'armée prussienne est en retraite, les franco-impériaux lancent alors une vaste manœuvre pour contourner les Prussiens et leur couper la route. Mais l'opération tourne rapidement au désordre. Les colonnes s'allongent excessivement, les communications deviennent confuses et l'armée perd peu à peu sa cohésion. Frédéric comprend immédiatement l'erreur adverse. Cachée derrière les collines, la cavalerie du général Seydlitz attend le moment idéal. Soudain, les escadrons prussiens surgissent et frappent le flanc des colonnes alliées pendant le mouvement. L'effet est dévastateur. L'artillerie prussienne ouvre ensuite le feu à courte portée pendant que l'infanterie avance avec une discipline parfaite. En moins de 2 heures, l'armée franco-impériale s'effondre complètement. Rossbach devient immédiatement célèbre dans toute l'Europe. Pour la France, c'est une humiliation durable.
Le commandement français apparaît lent, mal coordonné et incapable de rivaliser avec la mobilité tactique prussienne. À l'inverse, Frédéric II devient le symbole du génie militaire moderne. Surtout, cette victoire permet à Frédéric de dégager rapidement le front occidental avant de marcher vers la Silésie, où les Autrichiens menacent toujours la Prusse. Dans la continuité des opérations côtières, les Britanniques attaquent Cherbourg. Les installations portuaires sont détruites avant le rembarquement des troupes anglaises. Ces raids entretiennent un climat d'insécurité permanent sur les côtes françaises. Après les grands bouleversements de 1757, la guerre change de nature. Aucun camp ne parvient à obtenir de victoires décisives. Les pertes humaines explosent, les finances s'épuisent et les campagnes deviennent de plus en plus brutales. La Prusse résiste encore, mais les ressources commencent à s'effondrer. En septembre 1758, l'armée russe progresse vers l'Oder et menace directement les territoires prussiens. Frédéric II décide alors de l'arrêter près du village de Zorndorf. Dès le début de la bataille, les combats deviennent extrêmement violents. Contrairement aux armées françaises et autrichiennes, les Russes encaissent les pertes énormes sans rompre leur ligne. Leur infanterie continue souvent à se battre, même encerclée ou privée d'officiers. Les attaques prussiennes se succèdent sous une chaleur écrasante et dans un terrain difficile. Très vite, les affrontements dégénèrent en combat au corps à corps. Coups de baïonnette, charges de cavalerie désordonnées et tirs à bout portant. La discipline habituelle des armées du XVIIIe siècle semble disparaître dans la fumée et le chaos. Certaines unités combattent jusqu'à l'anéantissement complet. Les pertes sont immenses des deux côtés. Finalement, Frédéric parvient à stopper l'avance russe, mais sans détruire leur armée. Zorndorf marque un tournant psychologique. Le roi de Prusse comprend désormais qu'il ne pourra pas vaincre rapidement la Russie comme il avait battu les Français à Rosbach ou les Autrichiens à Leuthen. La guerre devient désormais une lutte d'usure, où chaque victoire coûte presque autant aux vainqueurs qu'aux vaincus. L'Autriche évite désormais les grandes batailles décisives et cherche à épuiser progressivement la Prusse. Le maréchal von Daun privilégie les stratégies prudentes, faites de harcèlement et de manœuvres. Les Britanniques poursuivent leur raid contre les ports français afin d'affaiblir la guerre de course menée par les corsaires. En juin 1758, les Français sont battus à Krefeld par les forces anglo-hanovriennes du duc de Brunswick. Cette défaite réduit encore l'influence française en Allemagne. En septembre, les Français remportent enfin un succès important à Saint-Cast en repoussant les Britanniques lors de leur débarquement. Les 10 000 hommes commandés par le général Blight sont pris en étau par les volontaires bretons et l'armée du duc d'Aiguillon. Contraints de rembarquer, les Anglais laissent une arrière-garde pour couvrir la manœuvre. La bataille de Saint-Cast coûte 2300 tués et 700 prisonniers aux Anglais contre 500 tués et blessés aux Français. Cette victoire met fin à la série des grands raids lancés sur les côtes bretonnes. Pour la Prusse, 1759 est probablement l'année la plus dangereuse de toute la guerre. Frédéric II est proche de l'effondrement. En août, Russes et Autrichiens coordonnent enfin leurs forces contre Frédéric II. Persuadé qu'il peut encore remporter une victoire décisive, le roi de Prusse attaque avec agressivité. Au début, les Prussiens avancent avec succès, mais l'épuisement et les contre-attaques russes brisent progressivement leur offensive. L'armée prussienne est pratiquement détruite et Frédéric croit lui-même la guerre perdue. Berlin semble alors sans défense. Pourtant, les Alliés n'exploitent pas immédiatement leur victoire, à Kunersdorf. Après cette bataille, l'Autriche espère enfin pouvoir détruire définitivement la puissance prussienne. Mais les désaccords entre Russes et Autrichiens ralentissent les opérations et empêchent toute offensive décisive contre Berlin. Cette incapacité à exploiter la victoire sauve probablement la Prusse. En avril, les Français remportent une victoire à Bergen contre les troupes alliées allemandes et britanniques. Ce succès redonne brièvement confiance à Versailles. Quelques mois plus tard, à Minden, l'armée française subit une lourde défaite face aux Anglo-Hanovriens. Les attaques françaises échouent,
contre une infanterie britannique particulièrement disciplinée. Cette défaite ruine pratiquement les ambitions françaises sur le théâtre allemand. En 1760, malgré les pertes immenses, Frédéric II continue de tenir face à ses ennemis. Les Russes poursuivent leur pression sur la Prusse orientale et menacent régulièrement Berlin, mais eux aussi commencent à souffrir de l'épuisement matériel et humain provoqué par la guerre. Les Autrichiens s'emparent de la forteresse de Glatz, en Silésie. Cette conquête renforce leur position dans la région et montre que la guerre reste encore indécise malgré les succès tactiques prussiens. En juillet 1760, les Français remportent une victoire à Korbach contre les forces alliées. Ce succès tactique ne suffit toutefois pas à inverser la situation générale, car la France manque désormais d'argent et de ressources. En 1761, aucun camp n'est capable de porter le coup final. Les États européens sont financièrement épuisés et les populations ressentent durement le poids de la guerre. Les Britanniques s'emparent de Belle-Île au large de la Bretagne. Cette conquête illustre une nouvelle fois la domination navale anglaise et accroît la pression sur le gouvernement français. L'année 1762 change brutalement le cours de la guerre. La mort de l'impératrice Élisabeth entraîne l'arrivée au pouvoir de Pierre III, admirateur de Frédéric. La Russie se retire aussitôt de la guerre et restitue toutes ses conquêtes. Pour la Prusse, ce retournement est un véritable miracle stratégique. Profitant du retrait russe, Frédéric II reprend l'initiative en Silésie et bat les Autrichiens à Berkersdorf. Cette victoire confirme que l'Autriche ne pourra finalement pas reconquérir la Silésie. La France, épuisée économiquement, vaincue sur mer et sur tous les autres fronts, comprend que la guerre est perdue. Les négociations de paix s'accélèrent et débouchent sur les traités de 1763. La France sort très affaiblie de cette guerre. Elle a perdu une grande partie de son premier empire colonial. Les pertes humaines et financières sont énormes et le prestige de la monarchie sort grandement diminué. Pour le peuple, le roi est responsable de la défaite car il donne le commandement à des favoris de la cour et non à des militaires compétents. L'Espagne, entrée tardivement dans la guerre aux côtés de la France, perd la Floride au profit des Britanniques. En compensation, la France lui cède la Louisiane occidentale afin de préserver une présence bourbonienne en Amérique. La Prusse devient une grande puissance européenne. Même si la Prusse sort épuisée démographiquement et économiquement, elle acquiert un immense prestige. Frédéric II apparaît désormais comme l'un des plus grands chefs militaires européens. La survie même de son royaume face à une coalition aussi puissante impressionne toute l'Europe. Après 1763, plus aucune grande puissance ne peut ignorer la Prusse dans les affaires allemandes. Mais surtout, la Silésie reste prussienne. Après des années de guerre, l'Autriche de Marie-Thérèse échoue à reprendre cette province perdue depuis les années 1740. Pour Vienne, c'est un échec majeur malgré les immenses sacrifices humains et financiers consentis pendant la guerre. La Saxe, qui était l'un des États les plus riches et prestigieux d'Allemagne, cesse d'être un acteur majeur dans le Saint-Empire et devient une puissance mineure avec une économie exsangue qui peine à se remettre de l'occupation. La Grande-Bretagne est la grande gagnante. Avec ses victoires en Amérique et en Inde, elle devient maîtresse d'un empire immense et riche. Mais la dette de la Grande-Bretagne a doublé. Estimant que les 13 colonies ont bénéficié de la protection britannique, Londres impose des taxes sous diverses formes pour renflouer les caisses et financer les troupes stationnées. Les colonies perçoivent ces mesures comme injustes et le fossé se creuse avec Londres. Peu à peu, les colons rejettent la présence anglaise, entraînant les colonies vers la révolte.